Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce CatchaCast live sur lequel on va parler de l'actu du catch en long, en large, en travers pendant, allez, soyons fous, peut-être les 2 bonnes heures qui arrivent. Pour ce faire, donc, le CatchaCast c'est quoi? Si jamais vous découvrez, bah, c'est votre émission dédiée au catch, c'est un podcast aussi, avant de tout, et que vous pouvez retrouver sur Death Podcast. Vous aurez un petit pop dans le chat si vous ne connaissez pas du tout, vous aurez les infos. Et si vous êtes en replay, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Donc là-dessus, il n'y aura aucun souci. N'angoissez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Et d'ailleurs, en parlant d'être entre de bonnes mains, je ne suis pas tout seul. J'ai Michael avec moi. Salut Mika. Salut. Et Félix. Hello. Hello, t'es number 10, toi. Toi, t'es... On voit ta team. Alors, on va vous... pour ceux qui nous connaissent, alors, on a changé un petit peu... Enfin, on a changé le format. Disons qu'on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus... comment dire? Rangé et surtout régulier, effectivement. Dans le sens où on va avoir vraiment un découpage par fédération. On va commencer là, vous le savez, avec le confinement, bah, avec les deux grosses fédérations qui restent de régulières, à savoir la WWE et l'AEW, et évidemment, au fur et à mesure de nos CatchaCast Live, on rajoutera bien entendu nos chers amis du Polo Resu, la NJPW, dont on parle très souvent. Donc voilà, ce soir on va commencer donc avec la WWE, on enchaînera avec l'AEW, et on terminera avec des petites gourmandises, voilà, des petits bonus dont on a voulu parler les uns les autres. Voilà. Bah pour ce faire, on va s'appuyer sur l'expertise des compadres WWE, surtout Michael qui est tout azimut sur l'univers WWE, même si effectivement, moi je suis depuis quelques années devenu un féru, surtout depuis son weekly de NXT. Et on va commencer, bah, non pas ni sur Monday Night Raw ni sur NXT, mais sur Money in the Bank, quand même, le gros truc qui nous est arrivé dessus il y a peu. Alors messieurs, qui souhaite se lancer, ouvrir le bal sur la grande foire, sans mauvais jeu de mots, qui a été Money in the Bank? Bah déjà, est-ce qu'il faut rappeler le contexte de l'événement quand même, peut-être? On peut. Dire, bah voilà, c'est un pay-per-view entre guillemets prévu dans le calendrier, parce que c'est la période en général du show Money in the Bank. Là, pour le coup, avec ce confinement, etc., ils n'ont pas voulu faire comme WrestleMania, c'est-à-dire enregistrer, parce que c'était pas en live pour le coup, donc enregistrer des matchs au Performance Center sans public, comme ils l'ont fait depuis des mois. Mhm. Ils en ont enregistré quelques-uns, des matchs de championnat notamment, et puis ils ont surtout enregistré un double match Money in the Bank euh, dans un lieu qui n'était pas prévu à la base, qui était Titan Tower, donc le QG de la WWE, Ouais. des bureaux historiques. En plus, ils devaient déménager à la base, donc c'est un peu ironique. Et ils ont filmé entre guillemets le match là-bas, match double. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Money in the Bank féminin et masculin qui étaient contestés en même temps. Et le but pour les catcheurs qui participaient, c'était de commencer au rez-de-chaussée, de prendre les ascenseurs, de se battre un peu, voilà, se mettre des torgnoles, et puis après de finir tout en haut de Titan Tower, là où ils avaient mis un ring sur le toit, avec des échelles à disposition, et le but c'était d'être le premier à décrocher la mallette masculine pour les catcheurs et féminine pour les catcheuses. Voilà. Voilà. Effectivement, c'est assez bien synthétisé. On va très vite un petit peu dérouler les résultats. Juste avant de laisser la parole à Michael, si tu souhaitais en introduction rajouter quelque chose sur ce Money in the Bank par rapport à ce que disait Félix. Non, bah juste j'allais dire que oui, il y avait d'autres matchs quand Oui, même oui, avant. Il bien n'y en avait sûr. pas beaucoup, mais il y avait quand même un gros tag team et un match pour le titre d'Euro qui était Mm. pas mal. Oui. Alors très Et puis rapidement, c'est bien, ça a duré 2h30 hein, le pay-per-view, je crois. Donc Ouais, c'est le plus court des pay-per-view depuis genre 30 ans, je sais pas quoi, qui ouais, existait, ça. C'est c'est incroyable. c'est ça. c'est déjà bien.
Il y a une volonté de toute façon clairement affichée de faire plus court par McMahon, comme quoi il y a définitivement que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais à voir si c'est maintenu, bien entendu. Alors on a effectivement, on va vous pas tant vous épargner, je dirais, le pré-show, mais en tout cas passer très rapidement dessus. On a un tout premier match donc qui est Jeff Hardy qui a vaincu Cesaro, qui est moi que j'ai trouvé plutôt sympathique, hein, comme on vous a dit, on essaie de faire quelque chose d'assez concis, donc on s'éternisera dessus vraiment quand c'est des matchs qui pour nous valent le coup de s'y appesantir. Donc match qui fait bien le job, qui ouvre bien effectivement l'ambiance. On a ensuite, vous n'hésitez pas hein, évidemment les amis à m'interrompre, on a le New Day qui contre les Forgotten Sons et le Lucha House Party composé de Grand Metalik, Lince Dorado ainsi que le Miz et John Morrison qui se sont tous battus et qui ont été tous vaincus au final par le New Day composé de Biggie et Kofi Kingston. C'est la nouvelle équipe qui vient d'être call-up en gros de NXT, c'est ça, hein, il me semble. Hein. Ouais. Effectivement. Mais bon, ils étaient déjà pas très très bons NXT. Enfin, après, là, c'est pas fou non plus. Bah, non, c'est pas fou. Mais bon, après, peut-être qu'ils font mieux dans ce contexte-là. Mais D'accord, ok. Bah, ils essayent d'apporter des petites nouveautés comme ça en espérant que ça anime le truc. Ouais, je sais pas. Après, ce match n'était pas. Bon, il était pas mal, mais c'était pas non plus fou par rapport à ce que peuvent faire les New Day et Miz et Morrison. Et les Lucha Things, voilà quoi. Lucha Things. Quand tu dilues le nombre de talents, des fois ça arrive, quoi. Forcément. C'est le risque. Il était assez court en fait ce match. Hein. Voilà. Il m'a semblé assez court, mais. All right. Allô, là, j'entends plus Mehdi, moi. Il me semble que c'était. Oui, non, c'est parce que je vous écoutais, tout simplement. Ça y est. Il a duré 12 minutes, précisément. Ah ouais, c'est quand même très court pour un match avec 8 personnes, quoi. Ouais. C'est bien ce que je me disais, c'est quand même. Tout à fait. Voilà, quoi. Tout à fait. Ouais. On enchaîne avec Bobby Lashley qui a vaincu R-Truth. Je pense que, comme disait une émission célèbre des années 90-2000, Next, pas grand chose à en dire, pas grand chose à en retenir. Bayley avec assisté de Sasha Banks qui a vaincu Tamina. À peu près pareil, hein. Oui voilà, bon bah très bien, le rire de je crois des collègues a à peu près résumé la chose, hein. Il y a toujours cette volonté au forceps de pusher Tamina et je pense la Samoan Connection d'une certaine manière. Braun Strowman. Ouais, c'est pas tant la Samoan Connection, c'est plutôt parce que c'est la fille de Snuka, pardon, de Snuka, excuse-moi, pas la je crois qu'il y a des liens, mais je suis pas sûr. Parce qu'ils sont des îles Fidji à la base, je crois, Jimmy Snuka, donc. Je pense qu'elle sait des trucs et que Vince a peur. Ouais, c'est le genre de truc, tu sais, c'est les secondes générations et ça arrive pas toujours, mais très souvent on dit qu'après ils ont un job à vie. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, avec Tamina, elle revient une fois toutes les pleines lunes rouges, puis après elle repart. Mais elle est même pas impressionnante. Enfin, elle fait même pas le job de. Au moins Nia Jax, c'est bon, elle impose quelque chose, quoi. Mais je veux dire, Tamina. Je suis d'accord. Donc voilà. Bon, ça marche pas follement, vous l'entendez, je pense que c'est assez partagé. Braun Strowman qui vient à bout de Bray Wyatt, que tout le monde attendait comme The Fiend, et qui finalement est venu comme chez McDo ou comme chez Kurt Cobain, comme il était, et qui voilà, qui finalement c'est pour annoncer la suite, hein, clairement en mode The Fiend, et puis lui faire redéfiler toute sa vie et toute sa carrière sous ses yeux. J'en ai vu, c'était plus un segment que un segment, une mise en scène. Non, il y avait un match, mais bon, un match entre Bray Wyatt et Braun Strowman, ça va pas non plus être un 4 étoiles. Mais non, le problème, c'est que, enfin, pour moi, ça. Après, je sais pas. Bon, il y a des gens qui sont peut-être plus. Moi, j'avais complètement. Pour vous dire, quand il a ramené. En plus, j'ai revu les petits recaps avant où ils avaient fait des promos déjà avec l'histoire du mouton noir, parce qu'il avait un masque mouton noir. Moi, j'avais complètement oublié que Braun Strowman était arrivé à la base dans la Wyatt Family, en fait. J'avais complètement zappé ça. Ouais, il a changé, mine de rien, depuis. Bah oui, et puis c'est dire à quel point ils ont joué là-dessus, comme c'était. En fait, tout le match était en mode.
voilà, là, gros truc psychologique, est-ce que Braun Strowman va retomber dans les pattes du mal et redevenir un être maléfique. Mais en fait, comme Braun Strowman a absolument zéro développement de personnage depuis qu'il est Braun Strowman, on s'en fout, enfin ça fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que j'ai absolument pas, je me pose absolument pas la question de savoir si Braun Strowman a la force de résister au pouvoir maléfique de Bray Wyatt. Je m'en fous complètement, quoi. Braun Strowman, c'est juste un mec qui crie oh et qui, enfin voilà, c'est ça, Qui pour soulève moi des ça fonctionne pas du tout. Oui, puis en plus, Voilà. quand il a changé d'orientation, entre guillemets, qu'il a vu la conseillère d'orientation qui s'appelle Vince McMahon, quand il est sorti de la Wyatt Family, il n'en est pas vraiment sorti. Il a juste été drafté à Raw, il s'est retrouvé tout seul, ils se sont décidés à le pusher comme un monstre, et puis c'est tout. Donc il n'y avait même pas de raison narrative pour cette évolution de personnage, donc elle n'existe pas, t'as raison, effectivement. Donc, Et en plus, j'ai remarqué que quand il crie au début, en fait, on dirait qu'il vomit, en fait. J'ai remarqué ça aussi. si vous avez besoin de Ouais, détails en plus de la qualité du match, vous avez le full package. Donc, on va passer à la suite, même si je vous avoue, à titre personnel, je suis quand même, je l'attends quand même l'affrontement contre The Fiend et Braun Strowman, de voir ce qu'ils peuvent en faire. Parce qu'autant John Cena, c'était un peu le truc pain béni, vu tout ce qu'ils peuvent faire défiler comme matière, etc. Mais là, je me dis peut-être qu'en revenant sur leur trio de l'époque avec Rowan et comment s'appelle-t-il, Luke Harper. Voilà, mais ça va être compliqué effectivement d'y refaire une évocation quelconque maintenant. Ensuite, Drew McIntyre est venu à bout de Seth Rollins. Ça, retenez-le, ça aura quand même un certain intérêt par rapport à Raw, dans le sens où ce cher petit Seth Rollins, fragile qu'il est, va être secoué par le côté beau joueur de Drew McIntyre. Sauf que ce qui est très bizarre, moi ce que j'ai pas du tout compris, c'est qu'à la fin du match, Seth Rollins a fait un espèce de face turn, mais en fait, je sais pas pourquoi, en fait, j'ai pas compris. Tu veux dire, après ou après le match, justement, avec la poignée de main? Oui, après le match, il a serré la main, et alors c'était un espèce de faux face turn, peut-être pour préparer Raw, mais en fait, moi j'ai trouvé ça bizarre qu'il termine le match comme ça. Est-ce que c'est un faux face turn ou est-ce que c'est juste une manière de montrer que Drew McIntyre, non seulement il est combatif, il arrive à battre ses adversaires clean, mais en plus, il les respecte, machin. Non, mais Drew McIntyre, oui. Non, il parlait de Rollins. Et accepter la poignée de main. C'est ça. Ça n'a pas tellement de sens, en fait. Pour Rollins, quoi. Après, pour effectivement, je pense évacuer la question, parce qu'on y reviendra sur Raw, moi, ça m'a pas tant choqué que ça, parce que je pense que c'est le côté, le côté secoué, et je crois qu'il y avait même pas, en fait, d'intention. Ça marche plutôt bien avec le personnage du Messi, comme ça, plutôt fragile dans son petit narcissisme, on va dire, de le voir. Fragile, voilà. Le maître mot, moi, c'est #fragile pour, en tout cas pour. Il était le champion babyface du top de la compagnie. Il se chiait dans son froc dès qu'il y avait The Fiend. Donc bon. Il y avait même avant The Fiend, d'ailleurs. Ouais, mais bon. Même là où il était censé être le flamboyant, il se chiait dessus. Bon. Ce qui nous amène. Le match était. Il faut quand même dire que le match était bien. Oui. Ouais. Le match était vraiment assez bien. Même si moi j'ai quand même un petit problème avec Drew McIntyre, mais c'est plutôt le fait que, qu'on le veuille ou non, même s'il est plutôt populaire dans ce genre-là, il n'est pas encore tellement critiqué, il est quand même booké comme un babyface super fort, en mode Superman, hyper arrogant, hyper confiant, et que le problème c'est que ce genre de babyface, j'ai pas tellement pendant le match, j'ai pas tellement peur pour lui en fait, quoi. J'attends juste qu'il ait réglé le problème, quoi, en fait. Surtout pour l'instant, quoi. J'ai du mal à avoir de l'empathie pour Drew McIntyre, quoi, parce que c'est quand même un mec super arrogant, hyper grand. Mais ça, la WWE surtout, parce que c'est historique, mais ce genre de champion-là, c'est très difficile. Faut vraiment être un monstre de charisme, et je dis pas qu'il en manque, hein, Drew McIntyre, il a du charisme, mais c'est pas un The Rock ou un Hulk Hogan. Il faut vraiment être un mec comme ça pour avoir une longévité auprès du public.
Et même Hulk Hogan, à la fin de son règne dans les années 80, il commençait à être détesté, quoi. Et oui, effectivement, parce qu'il était invincible, il avait jamais un problème ou quoi que ce soit, ou alors c'était vraiment éphémère. Au bout d'un moment, ouais, enfin, on peut pas le supporter, le gars, on peut pas le soutenir, quoi, parce qu'il n'y a rien à soutenir, il se débrouille tout seul. Ouais. Mais après, voilà. C'est un peu ça le problème, quoi. C'est affaire à suivre. Moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu dans votre raisonnement, et on va passer à la suite, c'est que effectivement, qu'est-ce qui va en être du choc du retour avec le public? Parce que pour l'instant, le baromètre n'est classé que par effectivement les réactions sur le net, et effectivement, ça peut beaucoup varier. Et c'est un truc aussi, juste petite parenthèse très rapide, c'est un truc aussi que je me dis toujours, qu'on sous-estime, c'est que les gens qui sont pushés en ce moment, sans public, c'est pas forcément la meilleure chose pour leur carrière. C'est certain. Qu'on le veuille ou non, Drew McIntyre, c'est le premier champion de l'histoire de la WWE, sans applaudissements, sans réaction, qui n'est pas over, qui n'a rien, qui n'est pas en contact public. Donc en fait, ils vont peut-être vouloir un peu zapper tout ça après, quoi. Parce que c'est vraiment... Clairement, Vince McMahon, de tout ce qu'on entend de lui, il n'aime pas du tout cette période. Il n'aime pas du tout qu'il n'y ait pas de public. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut que les pay-per-views soient plus courts, parce qu'il trouve que c'est une corvée de regarder ça sans public. Et donc lui, là, je pense que Drew McIntyre va être un peu le champion à oublier après, quoi. Enfin, en tout cas, beaucoup plus éjectable. Hein. Ouais, oui, c'est sûr. Parce que moi, comme toi, Félix, j'ai de l'affection pour lui. Le mec, il mérite. Le public, il était derrière lui avant de... c'était pas transcendant, mais il avait quand même un boost vraiment... Non, mais après, je pense qu'il faudra qu'il regagne le titre devant un public à un moment donné, quoi, en fait. À voir. Il n'avait pas gagné le titre devant un public, en fait. Alors qu'il est à suivre. Qui sont en difficulté et qu'après, il a un vrai beau moment, ouais, je suis d'accord. Affaire à suivre, vu qu'il nous reste un dernier gros morceau, à savoir le Money in the Bank masculin et féminin, en l'occurrence, donc gagné respectivement par Otis et par Asuka. Morceau, comme tu disais, ouais, Mika. Ouais. Ouais, particulier quoi, cette portion. Moi, très du tout aimé. Ouais, moi non plus. Le côté très cartoon, le côté très cartoon, voilà. Bon, je pense qu'on peut aller vite. C'est drôle, les caméos, ils étaient mal faits. C'est un condensé de tout ce que je n'aime pas et n'aime plus dans la WWE, quoi. Les gens qui meurent, voilà. Oui, on va quand même reprendre dans la. On va quand même reprendre dans l'ordre, effectivement. Donc, on a une ouverture avec complètement invraisemblable avec Asuka qui prend une avance folle en prenant l'ascenseur et personne n'a le réflexe, effectivement, de prendre un ascenseur. Mais bon, après, on va vraiment être dans une optique oublier la logique parce que même au-delà de la forme, le fond, du fond, pardon. Voilà. Après, c'est grand n'importe quoi où l'idée c'est de faire du wink-wink clin d'œil pendant tout le truc. Et pour moi, le summum, ça a été la baston de bouffe, quoi. C'est vraiment tout ce que je déteste dans le côté américain. C'est une tradition, la WWE. Ouais. Mais même dans les... C'est pas spécialement le côté américain, c'est le côté... ça, c'était vraiment directement l'humour de Vince McMahon. Et c'est l'humour... C'est-à-dire que là, on a l'impression que Vince McMahon, il est en mode... Ah les mecs, ils aiment bien les trucs rigolos, là. Ils ont bien aimé les trucs bon match et tout. Bah alors on va y aller, et il nous refait là c'est à certains moments on était en mode genre segment backstage à WrestleMania dans les années 90 avec Mae Young et compagnie qui faisaient des blagues de mauvais goût, enfin c'était avec le petit côté hyper cartoon, on avait presque l'impression d'être dans un dessin animé des années 90 ou 80 de la WWE, c'est-à-dire le côté les catcheurs sont des espèces de personnages rigolos qui quand gimmick apparaissent, qui disent une catchphrase et puis qui tombent sur une banane et qui disparaissent. Enfin, c'est assez dingue parce que c'est quand même des catcheurs c'est un petit peu gênant pour eux parce que certains de ces catcheurs, il y a quand même Aleister Black dans cette histoire, qui est quand même un catcheur assez sérieux, quoi, je veux dire. Ouais. Même il a pas eu trop de segments comiques, par exemple, Aleister Black, encore ça. Il y avait Daniel Bryan quand même. Après, le mec, il est jamais... Pour lui, il est un peu sur le départ, quoi. Un généreux, donc bon. Ouais. Et ce que tu me dis par rapport au cartoon, ça me fait penser, moi à peu près au même moment de Money in the Bank, j'avais vu le vieux film Scooby-Doo qu'ils avaient fait. Je repensais à ça.
Il y a 10 ans, quoi. Le vieux film Scooby-Doo à la WWE, je l'ai revu avec mes neveux, là. Avec John Cena. En fait, c'est leur. Pas qu'ils connaissent le catch par moi, mais c'est via ce médium-là qu'ils le considèrent vraiment. Et en fait, c'était un peu ça, quoi. C'était du Scooby-Doo, mais un peu perdu, quoi. Et en vrai. Et sans les trucs magiques de Scooby-Doo. Et le truc, c'est que moi, j'espérais quand même. Alors, il y a quand même un truc, je pense, alors connaissant certains youtubeurs qui parlent de catch américains, je sais qu'ils sont assez fascinés par la cohérence, la cohésion des storylines et tout. Il y a un truc qui était un peu impressionnant, même si je sais que la barre est assez basse en termes de catch. Mais du coup, là, c'était quand même un petit peu classe. C'est que Eddie Styles, dans son personnage, a eu une espèce d'évolution. C'est-à-dire que malgré que Taker n'était pas dans le match, Eddie Styles s'est comporté de façon cohérente par rapport, enfin, a fait des références au match qu'il a eu avec Taker. Il y a eu tout un passage où il était encore un peu traumatisé et tout. Et ça, c'est tout bête, mais je veux dire, dans le catch, avoir comme ça une espèce de suivi narratif sur le développement des personnages à travers différentes storylines, on est sur un truc très 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 poussé, hein. Je veux dire, c'est un truc de malade, quoi. C'est dommage. Mais en plus, pourquoi ils l'ont mis à ce moment-là? Ils auraient dû le mettre quand il a fait son retour, quoi. Parce que du coup, il a été enterré vivant, machin, patin couffin, mais du coup, il est revenu... Frais comme un gardon. Ouais. Mais en plus, ils vont pas le garder. Hein. C'est pour rebondir sur ce que dit Michael, je mets ma main au feu qu'ils ils vont pas regarder cette cohésion, cette suite logique. Mais bon. Mais il semblerait quand même qu'il y aura. Il y a peut-être une suite quand même, peut-être il y aura un autre match entre Styles et Taker. Enfin, j'ai entendu ça, mais je sais pas. Ouais. Bon. On verra. C'est peut-être pour ça qu'ils ont. En tout cas. Sinon, moi, j'étais très déçu par la fin parce que la fin. Oui, en fait, voilà, j'allais y venir. J'espérais quand même que la partie dans le ring, en plus c'est assez rare au final, parce qu'on a des trucs genre bonheur de match et tout, c'est en général des matchs en plein air ou des trucs un peu dans des décors spéciaux. C'est assez rare qu'on ait des matchs dans un ring, donc traditionnel, mais un petit peu découpé et tout et tout. Donc moi j'espère toujours que on en profite pour faire un truc un petit peu ambitieux avec. On pourrait en fait aller vachement loin dans la chorégraphie, on pourrait faire des trucs avec du suspense de malade et tout. Sauf qu'au final, là, rien du tout, quoi. C'est-à-dire que la partie dans le ring, à la fin, elle est bidonne, quoi. Il n'y avait rien, quoi. C'était nul. Alors, pour rappel, au niveau des incohérences, et puis je pense qu'on s'arrêtera là, Asuka qui monte l'échelle en même temps que Baron Corbin et qui s'agite et lui met des coups pour le faire tomber, alors qu'il n'y a absolument aucune rivalité, aucun intérêt. Et la victoire de la mallette masculine se fait dans un arrachage de mallette entre AJ Styles et, rappelez, aidez-moi. Et qui est-ce qui lutte avec lui C'est pas Daniel Bryan, non, j'ai un vague doute. C'est peut-être Baron Corbin, je sais plus. C'est Baron Corbin. C'est Baron Corbin, ouais. Qui tombe dans les mains d'Otis. Et donc voilà, sachant qu'il y avait eu une espèce de comédie, fun comédie, où il pouvait pas monter sur l'échelle parce qu'il était trop gros. Donc voilà. Ça, j'avais pas compris d'ailleurs. On l'a vu mettre son pied sur l'échelle. Ouais, et ça marche pas parce qu'il y avait eu un show de la hebdo où il avait fait ça, il avait cassé un pied d'échelle. Il est gros. Voilà, c'est ça. Amine la finesse. Et on recense aussi 2 morts. Voilà, ne pas oublier que Rey Mysterio et Aleister Black ont été jetés au-dessus, enfin, dans le vide, en haut du stade du building. Donc, mais bon, ils ne sont pas morts apparemment. Même si Mysterio est mort à Raw, mais tout va bien. Il est mort de. Il lance des trucs comme ça, mais après il justifie rien du tout, quoi. Non, mais justement, il y a le côté en même temps. Non, mais quand c'est le Cinematic Universe, comme c'est les personnages de cartoon, bah ils peuvent mourir et revenir et tout. Mais c'est difficile de mélanger ça et le reste. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Bah là, c'est surtout que c'est acté qu'ils veulent faire du pied à Disney, à Netflix, machin, et d'avoir des trucs en mode série, peu importe le sens, quitte à vendre la logique, la cohérence, l'écriture par-dessus le marché. Ils voient ça, ils en voudront jamais, quoi. Et juste par rapport comme du coup, on va pas forcément se parler de SmackDown beaucoup parce qu'on n'a pas trop regardé. Juste par rapport au choix de Otis, alors, il y a plein de gens qui se demandaient mais pourquoi Otis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Otis? Otis va pas être champion, enfin c'est bizarre. Je voudrais quand même rappeler que ça fait, à part peut-être, enfin encore non, ça fait plusieurs années que le Money in the Bank est toujours choisi de façon à très court terme, c'est-à-dire que
ils choisissent le vainqueur de Money in the Bank. Ça a été le cas avec Baron Corbin, avec Carmella, avec Brock Lesnar d'une certaine façon. Normalement, ça fait plusieurs années où en fait, ils se disent ah tiens, ça va être rigolo si telle personne gagne. Et après, ils se disent bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, ils ont donné par exemple avec Carmella et Baron Corbin, ils l'ont gardé pendant presque un an, la briefcase, parce que ils leur ont fait gagner le truc, mais ils avaient absolument pas de projet pour eux. Donc en fait, ils ont fini par se dire, bah non, en fait, ils vont pas gagner le titre. Donc en fait, ils les ont fait perdre leur truc. Et ils font ça tout le temps. Ils ont aussi donné bah oui, du coup, ils ont donné à Brock Lesnar qu'on avait clairement pas besoin, c'était juste du troll. Donc et en fait, ils faisaient toujours maintenant Money in the Bank pour faire une espèce de blague, mais il n'y a jamais aucun plan derrière. Donc pourquoi Otis? Bah parce que c'était rigolo que ce soit Otis, mais en fait, ça n'a aucune espèce de conséquence. Oui, ils peuvent tout à fait perdre la mallette. Ouais. C'est un peu le personnage le plus goofy du lot et le plus dans ce délire-là, donc pourquoi pas. Très bien, on va enchaîner avec Raw, effectivement. Là, je vous laisse, entre guillemets, me porter sur le déroulé, si je puis dire. Le line-up. Le line-up déjà, oui, et puis sur quoi est-ce qu'on s'attarde, quoi. Surtout, je pense qu'il y a un élément qui en plus a ouvert le show sur lequel on peut commencer et un peu beaucoup s'attarder. Becky Lynch is pregnant. Il semblerait. Ouais, c'était bizarre. Hein. Ouais. C'était encore une fois très maladroit. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement étrange. Parce qu'en fait, ils ont commencé ça. Mélanger la réalité et la fiction. Oui, parce qu'ils ont commencé. C'est bizarre. En fait, Becky a commencé par faire un peu en mode comme quand les catcheurs annoncent qu'ils sont blessés ou qu'ils prennent leur retraite, un peu en mode émouvante et de tout. Pour une fois, je l'ai trouvée pas sincère. Je pense qu'elle était vraiment assez émue. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve pas qu'elle soit très bonne actrice. Et là, elle était à peu près sincère. Sauf que là, il y a Asuka qui arrive en plein milieu. Asuka, pour le coup, a un style, on va dire, qui n'est pas forcément très réaliste dans son interprétation. Et donc Asuka, au début, fait un peu la méchante et de tout. Et puis en fait, je sais pas, c'était très bizarre. Et puis après, Asuka qui réagit quand elle lui dit qu'elle est enceinte. Ah ouais, tu vois qu'elle est sincère et tout, et qu'elle est vachement surprise, et que c'est sa pote et tout, et qu'elle est trop contente pour elle. Et donc elle sort de son gimmick, non seulement de heel, mais hyper énervée et tout, comme tu dis. C'était bizarre. Et Becky, elle est vachement émue, et même limite, genre, pour elle, c'est la fin de sa carrière, et c'est peut-être vrai, en plus. Enfin, pour plusieurs années. Donc en plus d'être émue par la nouvelle de façon peut-être joyeuse, sans doute, elle est émue en mode aussi, putain, en fait c'est fini pour moi, quoi. Là je suis au top, mais c'est fini pour moi. Donc c'était très étrange, et puis sans public aussi, sans public, Asuka qui surjouait, comme on va dire comme d'habitude, mais là ça rendait la chose encore plus curieuse et encore plus bizarre, pour pas dire malaisante. À ce point-là, je pense qu'on peut partager aussi cet agacement dont on parlait en off avec Michael, du personnage d'Asuka dans ce côté over the top. Vu qu'on parlait du côté goofy, soit grossophobe pour Otis, soit un peu bizarroïde sur les bords, là on a une Asuka, il manque plus que le package où ils lui font dire ching chong et on a le package de la... Becky, elle le dit quand elle lui dit, mais toi t'es la meilleure catcheuse au monde. Elle dit wrestler en plus, quoi, genre en mode pied de nez, genre c'est mon discours de départ, je fais ce que je veux. Donc même elle, un peu genre garante du public et de ce qu'il pense, le dit, quoi. Ouais. Et puis même même si la surprise était surprenante, en fait. J'ouvre la mallette et il y a la ceinture dedans, en fait. Depuis le début, il y avait la ceinture. Bon, pourquoi pas. Mais du coup, pour Asuka, ça fait un peu... bah ouais, t'as un titre parce que elle s'en va, voilà. Parce que pourquoi pas. Gagner, oui, parce qu'ils auraient pu annoncer ça avant Money in the Bank, parce que d'une part, ça aurait fait un enjeu pour Money in the Bank qui était plus important, et d'autre part, Asuka aurait eu l'impression on aurait l'impression qu'elle avait gagné le titre, et pas qu'on l'avait filé le titre le lendemain, en fait, quoi. Je sais pas, c'était... Je pense qu'on connaît pas forcément, et puis, ouais. puis franchement, personnellement, j'aurais
ça m'aurait manqué de voir, même si j'aurais jamais su qu'il aurait existé, tu vois. Mais ça m'aurait manqué de pas voir ce moment entre Asuka et Becky. C'était vraiment hyper sincère et émouvant. C'était vraiment le moment le plus émouvant de ce segment un peu bizarre. Ah ouais, moi, apparemment, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai pas trouvé ça émouvant. Enfin, j'ai trouvé Ouais, Becky émouvante. mais... tu vois. Moi, je pense qu'on pourrait vraiment débattre là-dessus très très longtemps. Est-ce qu'il y a des éléments qui restent, je dirais, mémorables de ce Raw si on continue le déroulé? Le petit déroulé, puis vous Ouais, m'arrêterez. ouais. Moi, je l'ai pas vraiment vu. J'ai vu les résultats, mais c'est tout. À part le segment avec Becky, bien sûr, et celui avec Rollins et Mysterio. Mais bon, c'est à la fin. Donc, Bobby Lashley qui bat Humberto Carrillo en ODQ. Voilà, je pense que Bobby, ils essaient de le positionner Ouais. comme un Ça, c'est... monstre. Parce que putain, le mec. Il était temps, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, il y a MVP qui lui fait tout un truc pour lui dire que Il a fait un clan. MVP va un peu le manager ou je sais pas quoi, parce que MVP lui dit faudrait que tu te réveilles un peu et que tu lui parles un peu du titre. Donc peut-être que de toute façon, à mon avis, ils ont pas beaucoup de poids là. Donc, Lashley, c'était son bras droit à MVP à la TNA il y a quelques années. Donc bon, peut-être qu'ils vont. Next, on avait Angel Garza qui a battu mon boy Tozawa. Il va fondre mon boy. Ensuite, on avait Drew McIntyre contre Andrade. Voilà. Donc, un segment avec MVP qui encourage Lashley, effectivement. On avait le talk show de Alexa Bliss avec Nikki Cross et les Iconics qui débarquent. C'était nul, ça. Les Iconics battent les championnes, mais pas pour le titre. Donc Bliss et Nikki Cross par la suite. Ensuite, on avait Ricochet, Cedric Alexander et R-Truth. MVP, Shane Thorne et Brandon Vink. Donc les nouveaux des call-up, encore une fois. Enfin, Shane Thorne, il était blessé, etc. Et puis Brandon Vink. Qui vont pas aller bien loin. Hein. Ouais. Quoique, Brandon Vink, apparemment, il est bien avec les instances. Bon. Ensuite, Rey Mysterio et Aleister Black, les deux morts contre Seth Rollins et Murphy. Donc peut-être c'est ça dont on va parler, dont on va s'arrêter, parce que Seth Rollins, effectivement, on a expliqué qu'il perd un peu sa personnalité de Messie pour devenir un psychopathe juste parce que il interrompt le match sans même vraie disqualification. Mais l'arbitre dit non, ça suffit, c'est trop violent, machin. Et ensuite, il prend Mysterio à partie, le pauvre Mysterio qui se prend tout, hein. Lui, il meurt. C'est une piñata en ce moment, Mysterio. Exactement, avec sa petite frange là. Il décide de lui enlever tellement son masque et de lui appuyer l'œil sur l'escalier en aluminium du ring et de le faire crier. Et puis aussi de bien montrer à la caméra qu'il y a écrit masque sur son masque, parce que c'est important. Voilà. Moi, c'est ce que... Ouais, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ce n'est que c'est dans la continuité qu'on avançait plus tôt, mais bon, ce côté un peu nervous breakdown, c'est pas très convaincant, quoi. Surtout ce qui est un peu bizarre, c'est que il a eu son match contre Drew McIntyre, il l'a perdu. Donc en fait, il y a un côté, on dirait que limite, quand on devient un peu fou comme ça en tant que heel, limite, ça va y avoir un push. Sauf que là, il est déjà après son push, en fait. Il peut que redescendre, en fait, maintenant. Donc je sais pas trop où ça va, en fait. Randy Orton qui devient un psychopathe parce qu'il n'arrive pas à ses fins, quoi. C'est un peu comme ce qui s'était passé en 2007-2008 avec lui. Oui, voilà, mais du coup, ça va le rendre plus fort des psychopathes et il va avoir un match contre Drew McIntyre. Parce que normalement, c'est censé donner une espèce d'élan vers un titre. Il lui a serré la main, donc normalement c'est clos. Alors pour qu'il y ait un rematch, il faudrait que lui, il aille le provoquer, qu'il aille lui mettre son œil sur l'escalier, quoi. Mais bon. Après, je pense qu'il va peut-être qu'il prévoit des trucs, peut-être qu'il peut avoir une feud contre Edge, par exemple, après celle de Orton. Enfin, il y a d'autres trucs qu'il peut faire, mais bon. Là, il faut rien avec Rey Mysterio et compagnie. Et putain, pauvre Mysterio, quoi. Ouais, Mysterio, en même temps, il est un peu. Il est là pour. Il fait partie des meubles, enfin, je veux dire, voilà. Oui, mais c'est pas pour autant, voilà, c'est pas pour autant qu'il faut en faire ça, quoi. Sinon, vous n'avez pas cité les Viking Riders contre. Ah oui, alors, tu y venais?
Qui ont... Attends, pas. Un match de basket. Voilà. Oui. On est dans la continuité de... Basketball game, putain. Ouais. C'est-à-dire que la WWE, elle est tellement en chien devant The Last Dance sur Netflix et ESPN, le documentaire sur Michael Jordan, que elle fait un documentaire qui s'appelle The Last Ride avec Undertaker. Bon, il est super, hein. Mais bon, voilà. Et ils refont un truc de basket à Raw, quoi. Mais t'as vraiment l'impression qu'ils sont en mode ah, il y a eu un mot-clé, ça, machin, on va le mettre. En ce moment, je sais pas, c'est très curieux. C'est très très curieux. Ils ont toujours fait ça. Hein. Oui, mais là, c'est tellement flag. Enfin, bref. Ensuite, Shayna Baszler qui bat Alors, un autre mobile. Shayna Baszler a surtout fait des promos super géniales. En fait, en vrai, c'était un petit peu elle, la plus féroce de l'émission et pas Seth Rollins, puisqu'elle a quand même fait une première promo en disant à Becky qu'elle était complètement conne, en gros, de cette fête mise en cloque alors qu'elle était championne et que sa carrière a été détruite et que, enfin, elle a balancé sur la grossesse et c'était assez cool. Enfin, c'était assez surprenant, quoi. C'était assez violent. Et après, il y a Natalia qui est arrivée pour lui dire non, mais ça va pas de taper sur les femmes enceintes et tout, c'est horrible. Et elle a quand même répondu à Natalia non, mais de toute façon, toi, t'auras jamais un gamin, dégage, tu pues. Enfin, Shayna Baszler était en mode shoot, elle était horrible. J'ai jamais vu Shayna Baszler aussi efficace, quoi. Parce que ce genre de remarque, ça aurait été hit magnet, quoi. Ah, je vous perds. Ça va? Tu t'y retrouves quand même? Allô, et Félix. Du coup, Félix, tu vois. Nous avons perdu Félix, peut-être. Mais oui, tu allais dire, Michael, ça ouais, non, Shayna Baszler était vraiment, c'était presque la bonne surprise de cette émission pour moi, c'est qu'elle est assez redoutable. Elle peut quand même être une île hyper violente si on la laisse dire des choses horribles comme ça peut être assez sympa. J'aime bien un de ces prix hors contexte, c'est le genre de phrase que j'aime toujours beaucoup. Ok, est-ce qu'il nous, du coup, ça nous amène, je crois, bah justement, c'est dommage, hein, vu que c'est son boy, au Angel Garza, Akira Tozawa, c'est ça? On l'a déjà vu, enfin, je sais pas si on a déjà parlé. Félix en a parlé? D'accord. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire, ou je sais pas. Ouais, bon. Bah on espère que Félix va nous rejoindre. Après, les aléas du direct. Il y avait je pense que du coup, il y avait surtout le main event, le truc entre Edge et Orton, quoi. Ouais. Ou alors peut-être que j'oublie un truc, mais je pense que... Non, je crois qu'on arrivait à ça, ouais. Et donc oui, Orton a encore fait une très bonne promo en disant à Edge qu'il avait été le meilleur homme, mais qu'il n'avait pas été le meilleur catcheur. C'était pas un vrai match de catch. Du coup, il voulait avoir un vrai match de catch. Le truc un peu hilarant, c'est quand même que la petite dame qui faisait l'interview, je sais plus comment elle s'appelle, elle leur a quand même dit, quand ils se sont décidés en fait tous les deux à avoir un vrai match de catch, donc technique dans un ring, elle a dit comme ça, oh, mais ça risque d'être le meilleur match de catch de tous les temps, peut-être. Et en fait, je ne pense pas. Vu qu'il y a Orton dedans, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Tu avais parlé du Garza Tozawa, Félix, ou Oui, je l'avais cité parce que ça s'était passé, quoi. D'accord. Et le main event. J'ai perdu espoir avec Tozawa. Hein. Ouais. Et le main event, c'était le segment avec Edge et Orton. C'est ce que j'allais te dire, qui vient d'être évoqué par Michael. Donc bah voilà, je pense qu'on peut. Un match de catch à la WWE, mais. Unbelievable. On est en 2020 ou quoi? Un match de catch entre deux. Bon, Edge a eu ses moments pas mal. Mais bon, Randy Orton, voilà, enfin, ça va pas non plus être d'un dynamisme incroyable. Hein. On continue. Ce sera toujours mieux. Ouais. Ce sera toujours mieux que leur match de WrestleMania. On continue du coup. Espérons. Avec NXT pour être resté dans les temps qu'on vous promettait. NXT. Oui. Une super surprise, un développement narratif inattendu. tu trolls ou Non, c'est vrai. Moi, j'ai été surpris. D'accord. J'ai trouvé ça rigolo. Donc là, je parle de, en fait, le gros truc de l'émission. C'était d'ailleurs le main event au final. Ce qui m'a un peu surpris. C'est qu'en fait, du coup, il y a
Donc on va commencer par l'ouverture. Donc Imperium contre effectivement les Brotherweight qui prennent le titre au Brotherweight sur une espèce de mésentente entre Timothy Thatcher et Matt Riddle Matt Riddle pour se dégager un moment je sais plus de qui des deux, est-ce que c'était Bartel ou Eitner, fait une espèce de planchette japonaise et l'Imperium tombe sur Timothy Thatcher qui le prend super mal et qui se barre en plein match et le titre est perdu. Donc je te redonne la parole, Michael, sur ce que tu veux. Non, ça m'a étonné que déjà j'ai trouvé assez intéressant, ce que je trouve assez rigolo dans cette storyline, c'est que ce que j'aime bien, c'est que c'est un remplaçant en fait, Thatcher. Et je trouve ça assez intéressant qu'au final, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, c'est presque réaliste, c'est-à-dire que ça n'a pas duré très longtemps et au final, il jouait un peu le jeu, mais en fait, on voit assez vite qu'il n'était pas du tout fait pour cette équipe et que ça marche pas. C'est presque un truc qui pourrait se passer en vrai. Enfin, donc je trouve ça assez intéressant que si vite se soit cassé la gueule leur équipe en fait. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, Boone va pouvoir revenir sans avoir été remplacé et que en attendant, ça donne à Matt Riddle une petite feud solo sympa et Thatcher peut être du coup poussé aussi en solo. Ouais, je te rejoins là-dessus. En fait, c'est intéressant à tous les étages parce que ça laisse même des portes de sortie. C'est-à-dire que Thatcher peut, comme tu viens de le dire, peut briller. Matt Riddle peut de nouveau briller tout seul en attendant le retour de Pete Dunne. Mais même maintenant qu'il n'est plus dans un groupe, pourquoi pas revenir seul si pour une raison X ou Y, il ne reforme pas les Brotherweight originaux. Et donc voilà, ouais, c'est très ouvert, c'est assez intéressant. Et moi, ça m'a fait en plus apprécier, on en parlait avec Félix, le catch de Timothy Thatcher autrement. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une idée. Vas-y. Parce que j'ai une petite connaissance, quoi. Mais je pense que Timothy Thatcher, il va s'allier avec Imperium. Ah. Pourquoi? Parce que... Pourquoi, Félix? Déjà. Et ensuite, parce que c'est le groupe de Walter. Et Walter, c'est son pote. Ah bon? Bah oui. Moi non plus, je bah oui. Ils étaient dans le même clan Ringkampf. Mais dis-moi... Des années sur l'IMT, donc... dis-moi, Félix, ça peut faire sens. Tu ne rédigerais pas régulièrement des choses sur le catch indépendant dans l'exception catch pour en savoir autant? Non, blague à part, ouais, Michael, tu allais dire plus sérieusement. Et sur The Alt Wrestling sur Facebook? Par exemple. Non, mais moi, par contre, oui, alors là, je vais un peu, comme c'est un peu la même storyline, je vais un peu vers la fin du show. Mais par contre, ce qui m'a déçu, c'est que du coup, alors, ça m'a surpris déjà qu'ils fassent directement le match dans cette émission, parce que je me suis dit, c'est une bonne idée de faire un petit peu ce clash entre les deux, mais limite, ils auraient pu attendre une semaine ou deux pour vraiment faire un match entre eux, voire un peu per-view, en fait. Donc voilà, parce qu'il y avait un takeover, du coup. Or, ils ont fait le match directement dans le main event. Et surtout, ce qui m'a un peu déçu, est-ce qu'il y a un peu, là, on retombe un peu dans les vieilles habitudes de booking qu'on peut trouver à WWE, mais pas que à WWE, un peu partout, mais qu'on aimerait voir un peu moins à NXT, c'est que franchement, quand on est un mec qui fait son heel turn dans la même émission, laissez-lui gagner son match, quoi. C'est quand même, c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, faire un heel turn et perdre son match dans la même émission, alors, c'est un peu la mort, quoi. Franchement, c'est un peu la mort, mais je nuancerais quand même, parce que tu es tout de suite passé au main event, donc dernier match de NXT, et tu as bien fait, je trouve, dans le côté fluide de la chose. C'est ce qui est assez intéressant, c'est que donc Matt Riddle a gagné, comme tu le dis, et surtout, Timothy Thatcher, il l'a bien arrangé, quoi. Il a remis 2-3 coups de clé de bras à la fin du match, donc voilà. Mais du coup, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de faire le truc où... Voilà, alors on a un nouveau méchant, il est très méchant, donc il va tabasser le gentil. Ouais. Mais entre-temps, le gentil va quand même gagner son match, parce qu'il ne faudrait pas exagérer. Matt Riddle peut perdre un match, c'est pas la mort. Oui. Enfin, il aurait pu se faire tabasser par le Thatcher et avoir un rematch dans un takeover. C'était pas la mort. Bien sûr. Mais il faut à tout prix que le méchant ait quand même l'air d'un idiot qui n'a pas été foutu de gagner son match. C'est inévitable, même à NXT. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai. Puis tu sens que le fait de booker le match au même show, alors qu'effectivement ils auraient pu le garder pour un pay-per-view, tu sens quand même qu'il y a un côté, on va essayer d'avoir un petit peu d'audience, de gratter un peu de l'audience, de garder le téléspectateur, ce qui est efficace. Enfin, c'est fluide. Tu vois un truc en début de show et t'as
un espèce de dénouement à la fin, ça garde ton attention effectivement. Après ça, Mais ça sacrifie un match qui aurait pu être, qui aurait pu mériter un pay-per-view effectivement. En tout cas, ouais, Ou un peu plus de construction derrière quoi. ouais, bon, affaire à après suivre. cette méthode d'avoir un main event qui se décide un peu dans l'émission, c'est toujours fluide et sympa. Par contre, c'est un inconvénient, c'est que ça veut dire que tu as ton émission au début, elle n'a pas de main event d'annoncer. Et que du coup, les gens, ils viennent pas la voir parce qu'ils se disent, bah, je sais pas, il n'y a pas de main event, enfin, il n'y a pas de gros match annoncé en fait. Parce qu'au final, le gros match, il a été annoncé dans le feu de l'émission. Donc au final, ça fait une émission Après, comme par hasard, il n'y avait pas le main event. Alors, ça dépend de comment tu construis ton émission et comment tu prépares ton émission à l'avance. Genre, je sais pas, je vais prendre l'exemple de l'AEW parce que c'est tout ce qu'on a en ce moment, mais l'AEW, à chaque fois, à la fin de l'émission, avant le main event, ils te disent ce qu'il va y avoir la prochaine fois. Peut-être pas tout, mais ils te disent, voilà, il y aura au moins ces 4 matchs-là, il y aura au moins Chris Jericho qui va dire un mot. Donc au moins, tu sais ce que tu vas avoir dans le show à un moment ou à un autre, en plus des surprises ou des développements qu'il va y avoir. Mais moi, je suis plutôt des deux côtés. C'est-à-dire, je comprends en termes de clarté de programme que c'est plus intéressant d'avoir carrément. Je suis le Cesaro de l'émission. D'avoir un truc annoncé, d'avoir une affiche, parce que c'est, en termes de com, c'est ce qu'il y a de plus marquant et explicite. Mais de l'autre, je sais pas, moi j'aime bien, et je pense que les gens, je peux me gourer, mais qui viennent pour regarder NXT, bah, ils ont un petit effet de surprise une fois de temps en temps, et voilà, moi c'est pas sans me déplaire, donc on enchaîne avec Tegan Knox contre Indy Hartwell de la OC Connection, donc qui vient d'Australie, tout comme Rhea Ripley dont elle est cupine. Alors moi j'ai trouvé le match assez intéressant, propre, victoire de Tegan Knox, et intéressant parce que Indy Hartwell a vraiment brillé, et d'un autre côté Tegan Knox continue de nouveau d'être retour en grâce de la poster girl de NXT et future peut-être même poster girl de la WWE, parce qu'elle est excessivement jeune, hein, pour le rappeler, elle doit avoir 19-20 ans, même pas. Donc, Tegan Knox ? Ouais. Non. Si, elle est super jeune. Attends, faudra, tu revérifieras, mais n'hésite pas à me contredire si je me suis gouré. NXT et on l'a interviewée. Ouais, elle avait 3 ans. Non, mais c'est ça, ouais, bon. Attends, allez, elle avait 21 ans peut-être. Bon, je te laisse vérifier pour garder du rythme. Elle est née en novembre 94, pas loin de moi, tiens. D'accord. Elle a 25 piges. Ah bon, elle en a plus que ce que je pensais. Bon, elle reste très jeune. Parce que moi, j'ai pas 18 ans. Hein. Bon, bah merci pour la correction. Donc en tout cas voilà, moi j'ai trouvé que ça marchait comme j'étais en train de vous le dire, et que je sais pas s'il y a des trucs à rajouter, ça continue de la confirmer comme babyface. Ensuite on a eu un speech de Rhea Ripley pour le côté le titre est à moi, et j'ai pu réaliser que Rhea Ripley avait une espèce de piercing au niveau des gencives. Tony Nese contre Jake Atlas, victoire de Jake Atlas. Très bon match. Ouais. Moi, j'ai trouvé très bon match. Je suis d'accord. C'est le meilleur des matchs que la dernière fois. Ah, peut-être pas, mais. Je disais que la dernière fois, Jake Atlas, c'était pas foufou, justement. Moi, je disais ça ? Ouais, t'avais dit ça la dernière fois. Bah, en même temps, le match était très court dans mes souvenirs. Donc... Ouais, je me souviens plus. Mais tant mieux, tant mieux. En tout cas, celui-là était bien. Après, Jake Atlas, le problème, c'est que. Le genre de mec. En plus, là, du coup, il gagne ou il perd ? Je sais même plus par contre. Non, il gagne. Ça nous fait un 2-1 pour Atlas et un 0-3 pour Nice. Donc, il est éliminé. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est horrible, mais c'est le genre de mec qui sera jamais vraiment poussé. Enfin, à NXT, pourquoi pas, mais il a pas l'air très charismatique, quoi. Enfin, il a l'air. C'est vrai. Il a l'air gentil, quoi. Voilà, c'est vrai que tout au plus un côté nice guy, ouais. Peut-être un push qu'on en parlait avec Félix. Moi, je l'avais pas forcément deviné, mais apparemment c'est dit aussi ouvertement. Mais dans la promo qu'il avait eue la fois précédente, ou c'était il y a 2 semaines, je sais plus, il y avait un setup où je me disais tiens, c'est marrant, ça fait très San Francisco Village tout, sachant qu'il est à LA et tout. Et Félix m'expliquait, mais en fait il est ouvertement gay et tout. Je lui dis bon voilà, ça me surprend pas trop. Peut-être avec un soutien effectivement de commu, mais je suis d'accord avec toi, Michael, ça suffira pas. Pas très long, ça suffira pas. Enfin, Darren
Yang, il a fait des Mauvais- missions pour mauvais dire que je suis exemple. catcheur et homosexuel. Très mauvais exemple. Un catcheur incroyable. Très mauvais exemple, effectivement. Non, mais c'est clair que pour Atlas, asiatique et gay, ça fait beaucoup de choses à la WWE pour être. Ça fait beaucoup d'handicap à la WWE. Ouais. Franchement. On enchaîne avec un call visio de Undisputed Era, un petit peu comme le Bubbly Bunch de l'AEW. Bon voilà, c'était rigolo, ça. Mais sans plus. Une promo de Dakota Kai. Balor contre Grimes. Victoire de Grimes. Plutôt chouette match, je trouve que ça marchait bien. Après, il faut préciser, intervention de Damian Priest qui est arrivé, qui a fait, en fait, c'était moi le méchant, c'était moi qui t'ai attaqué / kidnappé, parce qu'on aime bien ça, la NXT. Surtout, voilà, c'est un peu ça. Surtout sur les parkings. Mais bon, voilà. Bon, encore une fois, relancer Damian Priest qui lui donnait un os à ronger. Ouais. Bon. C'est plutôt pour donner un os à ronger à Finn Balor, alors, en l'occurrence. Ouais, mais bon, moi l'os c'est plus sympa à ronger, enfin il y a plus de moelle je pense pour Damian Priest que pour Finn Balor qui a plus grand chose à prouver quoi. Ouais. C'est vrai. Mais bon, le match était sympathique. Bon, après, on a un facteur sympathie avec Félix pour Grimes, donc ça aide. Jack Gallagher contre Isaiah Swerve Scott. Et aussi en guest star, le Sum de Tony Nese qui vient l'attaquer juste avant le début. Victoire de Jack Gallagher par tentative de soumission, puis prise de finish. Donc ça fait un 1-2 pour Jack Gallagher et 1-2 pour Swerve sur le groupe B. Voilà, bon. Jack Gallagher, on dirait un petit peu qu'on a créé un personnage en mettant tout en random dans le visage. Exactement, je suis d'accord. d'accord. Ça. On a mis McGregor, son slip léopard trop grand, c'est bizarre. Vraiment. On a mis du McGregor, on a mis un peu de Brad Pitt dans Snatch, enfin bref, un peu n'importe quoi. Ensuite, Kaiden Carter contre Aliyah, victoire de Kaiden Carter par soumission. J'ai envie de dire next. Et puis voilà. C'est l'émission. Ouais, c'est ça. Et surtout dîner chez les Gargarets. C'est toujours un peu long ça, hein. Je sais, c'est sympa, mais alors à chaque fois je regarde, je me dis, ça fait 6 minutes ou un truc comme ça, c'est très très long. Et puis le concept du je parle, et puis soudainement, le switch, il y a une musique inquiétante, et je suis en noir et blanc, et j'ai pas bien compris encore. Bah en gros, c'est le truc clivant, un peu switch de mentalité, pour pas dire schizo. Donc voilà, et puis ce qui était drôle, c'est qu'ils s'auto-attribuent des 5 étoiles à table maintenant. Ils en sont là, sur leur propre match. Ce qui m'a intéressé par contre, c'est qu'ils teasent une rivalité Kisly Gargano, et ça, c'est du match que je veux voir. Pourquoi pas? Ça, c'est du très très bon match. Enfin, Kisly va gagner, mais pourquoi pas? Peut-être pas, hein, parce que Gargano, il va pas non plus, hein. Il va aller loin avec son heel turn, il va aller assez loin, je pense. Hein. Ouais, mais il va perdre, quoi. Tricheries, des trucs. Il va aller loin dans la défaite. Tu vas voir. Triple H, il va lui faire un push en mode power couple. J'y crois. Avec Candice, comme il avait avec Stéphanie au début 2000. Moi, je pense que ça va être ça. Hein. Ah, ça va être bien, mais il va perdre, quoi. Mais, le connard. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour concernant la WWE. Et bien, voilà. On va de suite enchaîner doucement, mais sûrement.